Ah, Julien, dans quel contexte vous avez grandi après la disparition de vos parents? Ça ne devait pas être très très simple. J'ai eu une enfance finalement normale. Oui. J'ai grandi chez moi, dans ma maison. Je sais, c'est curieux pour un jeune homme de 15 ans de rester entre guillemets seul chez lui. Il y avait un couple de gardiens qui s'occupait de l'intendance de la maison. Adulte d'un coup à 15 ans. À 15 ans, du jour au lendemain, adulte. Ouais. C'est-à-dire, j'aurais pu arrêter l'école, Jules m'en a empêché, et j'aurais pas joué avec ça. Jules, c'était le grand-père. C'était mon grand-père. Il était très rigoureux, il tenait absolument à ce que les études soient poursuivies. Ah ben, il a été très dur au niveau des études, que ce soit avec moi, mais bien évidemment avec son fils. Ouais. Parce que Jo avait fait de très très grandes études. Et alors, question, c'est quel adolescent étiez-vous? Parce que quand on est le fils d'eux, c'est jamais très simple. Alors, c'est à la fois simple et à la fois compliqué. Déjà, quand on est le fils d'eux, je peux le dire maintenant, du haut de mes 45 ans, je n'ai jamais fait de bêtises. Non. Jamais. C'est pas possible. Je peux vous prendre en photo? Non, mais de bêtises. Oui, ce que je veux dire, c'est qu'un adolescent pourrait faire. Je pouvais pas. Parce que je suis le fils d'eux. Alors si vous imaginez le fils d'eux qui a, j'en sais rien moi, triché dans le métro, comment on dit quand on passe... Quand on passe sous le portillon. Oui, voilà. Je ne peux pas faire ça. Frauder. Oui. Je ne pouvais pas faire ça, donc j'ai été quand même très attention à l'image que je pouvais donner. Oui, mais est-ce qu'à un moment, vous avez eu un moment de rupture ou de rébellion vis-à-vis du nom d'Assin? Parce que ça ne devait pas être simple tous les jours, quand même, non? Non, c'est plus, oui, à l'adolescence où, c'est normal, t'as eu une bonne note, t'as ceci, t'as cela, c'est normal, t'es le fils d'eux. Oui, bien sûr. Bon, ça commence à être un peu fatigant, mais ça disparaît très vite, très vite. Bon, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire le livre aujourd'hui? C'est un besoin, c'est une urgence, parce que vous avez mis du temps quand même. C'était un besoin, voilà, parce que je me retrouve depuis quelques années, vraiment, c'est devenu mon métier. Ça l'a toujours été en dents de scie, mais là, c'est vraiment, c'est mon boulot de tous les jours. Et j'avais vraiment envie de rétablir déjà des vérités. Sur le décès de mon père, par exemple, on a entendu tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi, mais bien sûr. C'est un biographe qui écoute un biographe, qui écoute un autre biographe. Au final, le costume blanc est plus blanc et les grilles. Donc, je voulais vraiment rétablir ça, parler de la vie. Voilà, quand on est un fils d'eux, on se dit tout va bien. Mais quelle image vous aviez de votre père lorsque vous étiez enfant? Parce que vous ne l'avez pas connu. Pour moi, c'était normal. Ouais. Pour moi, je voyais mon père à la télé, c'était quelque chose de normal. C'était un job comme un autre. Et c'est toujours cette fameuse adolescence qu'on se rend compte que passer à la télé et d'avoir un papa célèbre, ça n'est pas normal. Mais vous avez vécu avec lui à travers le récit des autres, en fait. Tout à fait. Moi, j'ai appris l'artiste, je l'ai appris au travers des médias, du public, qui le connaissent aussi bien que moi, finalement. Et comme le public c'est un peu un membre de la famille, puisqu'ils connaissent mon père aussi bien que moi. Donc, quand j'apprends des choses, j'ai envie de le transmettre au public. Est-ce qu'il y a des anecdotes ou des témoignages qui vous ont touché, que vous ne connaissiez pas en préparant le livre? Alors, il y a une histoire, c'est une anecdote. On revient un petit peu sur l'été indien. On était en train de parler hors antenne des cigarettes. Il y avait un monsieur, Gérard Estardi, qui a fait la réalisation de l'été indien, entre autres. Et sur sa console, il fumait. C'est Bernard. Hein. Bernard, pardon. Bernard Estardi. On avait le même preneur de son, c'est ça. C'était des studios et sa fille Julie qui nous écoute peut-être. Oui. CBE. Oui. Et qu'est-ce qui faisait le son d'Assin? Ce serait la cendre de cigarette qui tapait sur les potards. Et personne comprenait même comment cette console fonctionnait encore. C'est vrai que Bernard Estardi, c'était le magicien d'enregistrement. Oui. Il enregistrait Dassin, il enregistrait Dalida, il enregistrait Claude François. Et alors, il avait quelque chose de formellement interdit. Il avait un petit émetteur de radio et il écoutait le mixage des chansons sur un tout petit poste. Il dit, le client, il achète un poste à 10 balles à Carrefour. Il faut que ce soit de la même... Voilà. Je fais la même chose. Voilà. J'ai des enceintes chez moi qui sont bien et des très simples, parce qu'au final, les gens n'écoutent pas sur du matériel de studio. Julien, vous avez été surpris par certains aspects de sa personnalité en menant votre enquête, parce qu'en fait, c'est une enquête. Oui, on connaît Jodassin très, très chic, très strict, un petit peu, un côté un peu strict. Mais au fait, excusez-moi du terme, il était très déconneur. Ah bon? Ah oui. Et son meilleur ami, Carlos, que j'ai eu la chance de rencontrer, c'était deux têtes de garçons brillants qui avaient fait de hautes études, qui parlaient plusieurs langues.
Mais ils adoraient déconner ensemble. Bougalou du loup-garou, Seigneur Météo, Big Bisou. Ah ben on les a vus chez les Carpentiers, bien sûr, on a vu des déguisements. Oui, mais c'est Dassin qui les a écrites pour son ami. On n'imagine pas du tout Jodassin écrire Bougalou du loup-garou. Je suis avec Julien Dassin ce matin, le fils de Jodassin, qui vient de publier un livre. Il était une fois nous deux, Jodassin, mon père. Toi, c'était un jeudi, souviens-toi, on avait suivi.